c'est toute cette notion de surconsommation qu'on doit absolument se sortir de l'esprit. Que ce soit la façon dont on utilise notre voiture, la façon dont on mange de la viande. On nous a briefé sur ce qui nous attend, sur ce qui se passe. On ne peut pas dire on ne sait pas. Ma conviction profonde est qu'il faut passer à l'acte. On peut toujours essayer de garder notre confort de vie maintenant, mais avec vraiment des processus qui ont moins d'impact sur la planète. Et c'est ça qui fait vraiment changer les choses. 50% du travail est fait dans les jardins et par la nature, puis après nous on fait le reste. Cette justesse, cet équilibre se traduit dans le champ, dans les cuisines, dans la gestion managériale et dans l'équilibre financier et économique des entreprises. La manière dont on laisse une place aux personnes peut-être plus vulnérables, ça dit beaucoup d'une société et d'un monde meilleur. Oui. C'est des petits pas et le projet continue à se développer. Quand on regarde en arrière, on se dit waouh. Pour nos enfants, c'est important de leur laisser quelque chose de propre et un avenir plus serein. Il n'y a rien de difficile à faire, parce qu'en fait c'est juste des valeurs qu'on applique. Si on va avec la nature, en fait ça démultiplie les résultats. Le cœur de ce qui nous anime, c'est la vie. Je trouve que se reconnecter à ça, c'est l'essentiel et que ça nous permettra d'évoluer vers un monde probablement plus apaisé. En 2015, le documentaire Demain a créé une large prise de conscience sur notre responsabilité quant à l'état de la planète. L'originalité et la force du film, c'est qu'il ne se contentait pas d'un état des lieux apocalyptique, mais qu'il proposait une série d'initiatives inspirantes pour améliorer la situation. Ce que Cyril Dion et Mélanie Laurent ont fait en parcourant le monde entier, nous avons décidé de l'envisager à l'échelle de notre province, la province de Namur. Nos façons de consommer, de produire, de construire, de nous déplacer, de manger ont-elles changé? Qui sont les acteurs de notre révolution durable? Nous sommes allés à leur rencontre. L'idée ici, c'est de faire de l'agriculture qui est insérée dans la nature et qui a un impact minimal sur son fonctionnement, sortir un peu d'un système capitaliste classique, quoi. On est en coopérative, on se redistribue les revenus entre nous à part égale. Les autres sont là pour compenser quand l'un se blesse, quand l'un doit aller chercher son enfant quelque part. On fait 55 légumes différents, 6 fruits différents. Et donc, du coup, nous, on peut valoriser toute cette différence, toute l'attention que ça demande et le fait qu'on ne systématise pas des champs entiers de la même chose ou des espaces entiers. Ça implique de le vendre à un prix plus élevé. Mais la tendance actuelle nous pousse petit à petit à se spécialiser dans 5-6 légumes, souvent aux dépens de l'emploi et souvent aux dépens de l'écologie. Il y a quand même cette idée militante très forte de dire on voudrait prouver qu'il est possible de produire de la nourriture sans pour autant faire disparaître le biotope autour de nous. On travaille sur le développement d'un label qui irait plus loin que les critères du bio, notamment en minimisant le travail du sol et en mettant beaucoup d'importance sur la vie qui est présente dans le sol. On essaie de trouver d'autres manières de procéder qui font qu'on protège nos cultures sans pour autant tuer un certain nombre d'insectes. On pourrait imaginer un champ en bio de 50 hectares, sans la moindre haie, travailler en permanence, sur lequel la vie ne se développe pas finalement. Pour nous, il faut un maillage. Pour nous, il faut que la vie puisse continuer à trouver sa place. Je pense que les coopératives ont un rôle à jouer et finalement avoir une convergence des luttes entre toute une série de producteurs à petite échelle ou avec des idées alternatives. Pour vendre leurs produits, Jean-François et ses collègues maraîchers de la ferme de Vévy-Ouéron font appel à une autre coopérative implantée à Jeanblou. Agricovert, c'est un magasin d'alimentation, mais aussi des centaines de paniers livrés chaque semaine et plusieurs comptoirs de vente, notamment dans des fermes. La coopérative est une entreprise sociale qui regroupe producteurs et consommateurs dans le but de mieux maîtriser la distribution de produits bio et locaux à un prix acceptable pour tous. L'alimentation durable, c'est le socle de la coopérative. Et tous ensemble, on essaye de construire un nouveau modèle d'agriculture
d'échanges économiques et de relations de travail. Il faut réussir à trouver des solutions agroécologiques, biologiques ou technologiques peut-être aussi, pour se passer des pesticides, pour pouvoir conserver des sols de qualité, une eau de qualité et surtout la santé de tout le monde. Le cœur de ce qui nous anime, c'est la vie. La vie sous toutes ses formes et pour tout le monde en fait. Il y a des choses qu'on a quand même envie de manger toute l'année parfois. Je pense au café, je pense aux bananes, aux agrumes, aux avocats. Donc nous, on essaie de trouver des partenaires. On travaille beaucoup avec la Sicile. Mais alors là, on cherche des gens qui travaillent comme nous et qui sont aussi des modèles d'inspiration ou des aimants dans leur localité à eux. On voit vraiment que les gens, ils viennent faire leurs courses ici, mais ça leur fait du bien. Parce qu'ils participent à un mouvement, justement, et ils se disent qu'ils font plus que des courses en venant ici. Les producteurs sont soutenus directement par les consommateurs, et c'est ça qui fait une communauté de soutien et une communauté d'énergie, en fait, positive. Les gens qui travaillent ici, c'est un travail, somme toute... On fait la même chose que dans d'autres endroits, hein. On met un magasin en place, on nettoie, on fait de la logistique, mais il y a un sens qui sous-tend et qui change tout. J'ai toujours travaillé en bio et ça ne me paraît pas surhumain. Au sortir de la guerre, les ménages consacraient en moyenne 50% de leur budget à l'alimentation. Aujourd'hui, nous sommes à 12-13%. On ne pourra rien construire de durable tant qu'on restera dans cette configuration. J'ai fait des études de technicien agricole à Ciney et ensuite un graduat en horticulture. Mon franc m'est tombé quand j'étais aux études. Pour moi, ça avait tout son sens de venir avec de la phytopharmacie, entre guillemets, au secours d'une plante souffrante, malade ou menacée. Mais j'ai passé plusieurs années de mes études à apprendre des plannings d'intervention qui visaient à essayer de développer un système qui serait une assurance tout risque. Et donc, du coup, ça passe par des traitements en veux-tu, en voilà, 2-3 par semaine sur une culture de pommes ou de pommes de terre. On est à 30-35 traitements. Donc là j'ai dit, non, alors là, ça part en spirale, ce truc, c'est pas possible. Il y a une tendance comme ça à laisser une part très importante au monde commercial de décider à quoi va ressembler notre vie. Et donc finalement c'est par rapport à ça qu'on essaie de lutter, à dire ça va très très vite vers un autre modèle et peut-être qu'il y a encore une place intéressante pour l'autre, qui est moins énergétique, qui est moins consommateur de plastique. Je pense qu'on a suffisamment d'indicateurs en termes de réchauffement climatique, en termes de perte de biodiversité, en termes de problèmes sociaux, de perte d'emploi et de santé, que pour se dire ça mérite de mettre la main au portefeuille cette transition. Parce qu'on n'est pas là pour voler les gens du tout et on n'est pas dans un système inefficace, on est dans un système complètement différent par rapport à ce qui se pratique. Nous, on nous remplace d'un claquement de doigts en allant dans n'importe quel supermarché et avec un produit qui vient du bout du monde. On se reconnecte au miracle que c'est d'être ici quelque part. Parce que ça c'est intéressant dans le maraîchage notamment, c'est de se rendre compte à quel point c'est un miracle de partir d'une semence. Le fonctionnement de la nature, le fonctionnement des insectes, la complexité du vivant, la complexité de l'être humain, c'est complètement hallucinant. En dehors des religions, etc., moi je trouve que se reconnecter justement à cette improbabilité totale qu'on en arrive à être sur Terre, à développer des émotions, je trouve que se reconnecter à ça, c'est l'essentiel et que ça nous permettra d'évoluer vers un monde probablement plus apaisé. Il est un autre secteur qui a bien besoin d'apaisement dans notre société, c'est celui du soin aux personnes âgées. Après la période du Covid qui a imposé un confinement très traumatisant des maisons de repos, Catherine et Valentine, psychologues spécialisées dans les maladies de type Alzheimer, ont voulu elles aussi participer à une transition. Ici, à Fosse-la-Ville, elles ont peut-être trouvé le lieu qui leur permettrait de concrétiser leur rêve d'une maison partagée. Aujourd'hui, il y a un groupe de personnes qui vient visiter la maison pour prendre connaissance du projet, voir si soit ils s'y verraient, soit s'ils auraient envie de participer financièrement à l'aventure. Quand le domicile n'est plus possible, on propose une maison partagée, une sorte d'habitat groupé, donc une vraie maison. Les habitants vraiment qui occupent la maison, c'est leur maison. Au rez-de-chaussée, un accueil en journée auquel des personnes
de l'extérieur viennent s'ajouter. Ça permet aux proches d'avoir du temps, mais aussi de partir ailleurs. Ça répond à des besoins vraiment de qualité de relation, de plaisir partagé, de vie en fait tout simplement. On aime bien se dire qu'on veille sur les gens, on ne les surveille pas et donc on leur propose de faire des choses sans leur imposer. Et donc ce regard-là, je pense que ça peut vraiment changer la donne sur même les capacités des gens. Ce qu'on souhaite, c'est un vrai équilibre entre sécurité et risque. Ici, c'est bien une maison, c'est pas une prison. On a aussi droit à de la liberté, de l'autodétermination, etc. quand on est âgé. On a les mêmes droits. On crée une coopérative pour que des personnes se groupent avec nous pour l'acheter. Et pour le moment, on attend, on a encore une petite poignée de jours pour atteindre une somme suffisante pour lever l'option qu'on a mise sur la maison et pour pouvoir vraiment l'acheter. On a déjà rassemblé pas mal d'argent déjà, mais il en faut encore. Mais on y croit. On y croit, oui, on y croit. Oui, on y croit. En attendant de découvrir si Catherine et Valentine vont réussir à acheter cette grande bâtisse de Fosse-la-Ville, on change de décor et de secteur. Au bord de la Sambre, à Namur, la société Wilmé est spécialisée dans la récupération des métaux. Geoffrey est tombé dans la marmite de la récup quand il était petit. Je suis fils, petit-fils, arrière-petit-fils de ferrailleur. Et donc, on a une société familiale qui recycle des métaux. Donc, moi, depuis que je suis petit, je joue sur les tas de métaux. Un peu comme Obélix qui est tombé dans la potion magique quand il était petit. On voulait vraiment travailler avec de la récupération un maximum et rendre l'endroit où on se sent bien. J'avais à cœur aussi d'avoir un côté évidemment chaleureux, cosy, et travailler justement avec des gens aussi qui sont plus de la région. En fonction des matériaux que moi j'arrive à glaner chez les entreprises partenaires, je lui dis là, je peux te faire ce style-là. Et donc je lui ai proposé de lui faire un patchwork avec différents styles de palettes. Yellow is the color my true love's here in the morning when we rise. Comme on a un métier un petit peu hors norme et que nos produits sont hors norme au niveau taille, les palettes suivent. Et donc la difficulté de les réinjecter dans une filière traditionnelle est beaucoup plus complexe. C'est même plus fort qu'un recyclage traditionnel où le produit disparaît et on ne sait pas vraiment ce qu'on va en faire en seconde vie. Il ne faut pas avoir peur de mélanger rentabilité et environnementale. C'est toute cette notion de surconsommation qu'on doit absolument se sortir de l'esprit. Nous ne sommes plus à une époque où on peut surconsommer. Pourtant, le monde qui nous entoure nous pousse encore à travailler comme ça. Alors, dans ce monde qui jette et qui gaspille, il y a des magiciens qui font leur bout de chemin hors des sentiers battus pour nous parler droit au cœur avec une poésie qui se passe de mots. Nous sommes à Profondeville. J'avais envie de revenir aux premiers amours, donc de la peinture, de la sculpture. Je me considère plutôt comme un sampler d'objets. C'est-à-dire, dans la musique, on prend un gimmick, on refait du neuf dessus. Ce que je fais, ce sont des vieux objets que je récupère, qui sont antinomiques et je mets ensemble, en fait. Mon concept, c'est quand même que ce soit vraiment des choses qui vont finir pratiquement à la poubelle. Ces objets-là, s'ils avaient une âme, ils seraient bien contents de revenir autrement. C'est une seconde vie que je propose, mais qui ne va pas être pour le travail, qui sera pour le plaisir des yeux. Je trouve que les déchets aussi sont un bon moyen de pouvoir communiquer avec les gens sur un début de transition parce que c'est visible, c'est concret, c'est des tas dégueulasses. Et le fait de leur dire que nous, on essaye de trouver des solutions, surtout les déchets industriels, parce que je trouve qu'on tape beaucoup sur les gens, les déchets ménagers. C'est vous les méchants, c'est vous qui devez changer vos habitudes de consommation, arrêter de jeter, zéro déchet. Et d'un autre côté, on voit les industries qui produisent des déchets. C'est l'envie que j'ai, c'est vraiment un jour, dans quelques années, de pouvoir gérer tous les déchets d'un zoning industriel et qu'il n'y en ait plus un qui soit jeté, mais plutôt qu'ils soient tous récupérés et transformés pour créer des nouveaux objets. C'est vraiment le défi que je me suis fixé sur les 10 prochaines années.
Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. Retour à la nature, dans ces magnifiques vergers situés à Havelange, la récolte des pommes sonne la fin de l'été. Cette pomme, elle est bourrée de vitamines. Dans ces variétés anciennes, on peut avoir des quantités de vitamine C énormes. Il faut accepter de manger la peau. Ce sont des bombes nutritionnelles. Ça fait partie d'un ensemble. C'est bon pour la planète de produire de cette manière, mais c'est surtout bon pour l'homme. Ici, on est dans une production tout à fait naturelle, sans aucune intervention chimique, pas de traitement, uniquement l'œil et la main de l'homme pour tailler, conduire l'arbre. On est aussi dans des écosystèmes très équilibrés. Il y a beaucoup d'oiseaux qui mangent les insectes, qui peuvent être des ravageurs pour les fruits. Une mésange, ça mange des kilos de larves lors des nichés. Et donc tout ça sont des larves et des insectes qui ne vont pas aller dans les fruits. On est dans un mode de production extensif ici. Donc on ne cherche pas le rendement à tout prix. On va respecter au maximum l'arbre pour les années futures, tout simplement. Le processus est simple, mais il y a plein de petits détails. Le placement de l'échelle, ne pas casser les branches, quel arbre on va choisir. Il faut un œil avisé pour chaque arbre qu'on va cueillir ou ramasser. J'ai travaillé plus de 22 ans dans le monde de la distribution alimentaire. J'étais responsable qualité pour une grande chaîne de magasins. Le consommateur veut un fruit parfait. Un calibre de minimum 7 cm, une peau intacte de taches, aucun défaut. Ce mode de production-là nécessite des passages au tracteur continus pour désherber, pulvériser. On est vraiment dans l'intensif, pas du tout dans le durable. On est dans vraiment quelque chose qui devrait s'arrêter quelque part. Mais on n'a pas la solution. Ma conviction profonde est qu'il faut aller vers un autre système alimentaire et passer à l'acte. Le modèle ancien, c'était produire parce qu'on n'avait pas eu assez à manger pendant la guerre. À l'époque, on ne se rendait pas du tout compte qu'on brûlait la planète et que ce modèle n'était pas durable. C'est maintenant qu'il y a une prise de conscience. L'acte d'achat est un choix politique, donc il faut absolument réfléchir à ce qu'on achète. On va faire un bon cidre à partir du moment où on a un bon fruit. Donc on va essayer véritablement de ramasser au meilleur moment possible. Le meilleur moment possible, en théorie, c'est quand la pomme tombe. La pomme tombe, c'est qu'elle est mûre. Les barriques qu'on utilise, c'est en fait des barriques qui ont servi à faire du vin avant. Et donc, en fait, c'est de la récup. C'est des barriques qui ont fait leur vie dans le vin et qui reviennent chez nous après. Parce que nous, on n'a pas besoin d'aller chercher tout ce qui est les tanins, le goût du bois et tout ça. C'est pas des choses qui nous intéressent spécialement dans le cidre parce que ça prend la place sur le fruit. Nous, le but ici, c'est vraiment de valoriser le fruit. Donc, le but, c'est de garder vraiment un maximum de goût de fruit et que les autres arômes ne soient pas trop prégnants. Ce qui est assez magique, c'est que la mousse sort naturellement de la barrique par sa forme arrondie. Et donc, on va laisser la barrique ouverte et laisser cette mousse sortir. Et cette mousse, elle est composée de quoi? Elle est composée en général d'arômes qui ne sont pas très agréables. I know we've come a long way. We're changing day to day. But tell me, where do the children play? Je pense qu'il y a un moment, il faut agir, il faut arrêter de causer. Et donc, il y a aussi un peu un débat politique au fond de tout ça. Ce qu'on est en train de faire, nous, ici à la cidrerie, c'est de la politique, selon moi. Parce qu'on est en train de lutter contre quelque chose qui est néfaste et on est en train de semer les graines de demain pour une transition naturelle au niveau du biotope, mais aussi, effectivement, pour arrêter de mentir aux gens. Et cette façon d'entreprendre de façon différente, avec des valeurs qui sont au centre et non le lucre, absolument au centre, on est sur quelque chose qui fait sens. I know we've come a long way. We're changing day to day. But tell me,
where do the children play? Et justement, à la Haute École provinciale de Namur, le bachelier en développement durable propose un cursus dont l'ADN est la transition écologique. On forme des acteurs de changement. À la HEPN, on va leur tenir la main pour qu'ils puissent faire éclore leur potentiel. Et ils viennent chaque fois avec leur propre vision du développement durable, et surtout avec leur propre vision de l'avenir. On dit souvent qu'on ne connaît pas la moitié des métiers des 10-15 prochaines années. Nous ne les connaissons pas non plus, mais on sait voir les compétences qui seront demandées. Et nous, on les forme à ces compétences. L'esprit critique, la recherche d'informations, la résilience, le fait de collaborer et de savoir communiquer. L'objectif ici, c'est vraiment d'amener les gens à changer et à être plus heureux avec eux-mêmes, les autres et la planète. En dernière année de bachelier, les étudiants sont invités à développer un projet durable grandeur nature. L'équipe de Rollenbus s'est attaquée à la mobilité douce. Nous, on a essayé de concevoir un porte-vélo pour les bus. Et cette année, on a décidé de continuer ce projet et de le rendre réel. Beaucoup de gens nous ont dit « Oh, c'est génial, c'est une idée vraiment bien ». Et puis au final, on sait qu'il y a un incubateur sur Namur, donc on s'est dit « Tiens, on va essayer ». Et puis l'incubateur a trouvé ça génial aussi. Il est destiné premièrement aux lignes express. Ça va permettre aux gens qui habitent dans les campagnes de prendre leur vélo et puis prendre le bus. Donc ça permet de faire de la multimodalité et donc réduire leur empreinte carbone. Récemment, on a eu une seconde réunion avec nos designers au TRAC à Namur. Et en fait, la réunion qu'on a eue nous a permis de pouvoir voir nos premiers prototypes. Donc on a eu 3 modèles différents qui avaient chacun leurs avantages, leurs inconvénients. Le bac pour moi est une solution pour enclencher l'avenir et faire bouger les choses tout simplement. Quand on a étudié notre projet Rollenbus, on s'est rendu compte que par exemple Amsterdam, qui est une ville complètement axée sur le vélo, au départ, elle n'y était pas du tout. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose qui a évolué et on se dit pourquoi pas nous au final, pourquoi pas en Belgique. Ce qui doit changer, c'est la façon dont on consomme, que ce soit la façon dont on utilise notre voiture, la façon dont on mange de la viande, la façon dont on va faire du shopping, etc. Je pense qu'on est un peu trop dans l'excès. Le futur, c'est pas quelque chose d'écolo-bobo dans une cabane. Voilà, non, il y a les nouvelles technologies qui font que, il y a les nouvelles constructions à énergie basse, etc. On peut toujours essayer de garder notre confort de vie maintenant, mais avec vraiment des utilisations et vraiment des processus qui ont moins d'impact sur la planète. Et c'est ça qui fait vraiment changer les choses. Changer les choses durablement, efficacement, avec un impact écologique positif avéré, c'est possible. Un secteur professionnel primordial l'a déjà démontré, c'est celui de la construction, et en particulier de la construction en bois. Aujourd'hui, pour obtenir un permis de bâtir, il faut prouver que le bâtiment sera tellement performant qu'il sera quasi autonome en énergie. Il n'est plus possible de construire une passoire thermique. Mais il n'y a pas que l'efficacité énergétique qui est en jeu dans ce domaine. On parle aussi d'impact des matériaux, de circuits courts et de gestion durable des ressources. C'est à Mariembourg que nous allons maintenant à la rencontre de Laurent et Bruno Rich. La transition écologique de la construction en bois, elle est déjà active depuis un certain temps. On est arrivé à un moment donné où l'écologie est devenue quelque chose d'important dans le raisonnement et on s'est rendu compte que tous nos choix de métier et nos choix économiques s'avéraient écologiques. La construction en bois, elle va répondre à tous les critères. Le circuit court, on a une production locale avec un approvisionnement local. Donc ça, on est en plein circuit court. Au niveau rationalisation de la matière, on utilise des matières qui au départ ne sont pas destinées à la construction et grâce à nos outils industriels, on va les faire monter en qualité. Donc on va prendre un bois pour de l'emballage, on va le faire devenir un bois de charpente ou un bois de structure. Donc on lui augmente sa durée de vie. Après, au niveau des matériaux utilisés, le bois est de par nature un produit naturel et biosourçable. Il y a l'écologie que le produit va apporter. Un châssis va mieux isoler une maison, donc on va être économiquement, écologiquement plus efficient. Mais après, il y a aussi tout le côté écologie de fabrication. Comment on va optimiser notre production, notre matière première, notre approvisionnement pour être encore plus écologique dans la fabrication. On doit aujourd'hui, dans un produit, définir la durée de vie et dire qu'est-ce qu'on va en faire après et comment on va le recycler. Mais la première chose, c'est quelle est la durée que le produit va pouvoir tenir.
et pas tout de suite se dire ça va tenir 20 ans, mais on va arriver à tout revaloriser, recycler. Non, faisons déjà le tenir 60 ans ou 100 ans et on aura déjà gagné 3 fois le recyclage. On a l'expérience dans les murs CLT cloués où on va utiliser des bois qui avaient une durée de vie de 4-5 ans maximum dans de l'emballage. On va pouvoir les placer dans un mur avec une durée de vie de minimum 100 ans. Pour faire pousser un résineux, il faut 60-70 ans. Si on arrive à faire durer plus de 100 ans, on produit plus que ce qu'on consomme. Tous ces gens qui viennent travailler, c'est eux qui ont le savoir-faire de ton entreprise, c'est eux qui ont la connaissance du métier. Et quand tu prends des gens délocalisés, ces gens, ils ne viennent pas habiter ici, ils viennent travailler ici. Donc ça veut dire que le savoir-faire, il se délocalise, comme la main-d'œuvre. Et en ayant toujours gardé cette volonté locale et de former les gens, même si ça nous coûte, ce n'est qu'un plus parce que ces gens, ils restent, ils sont d'ici, et le savoir-faire reste, et la plus-value reste, et la valeur ajoutée reste, et l'entreprise, elle reste riche de son savoir-faire. On a donné des chances à des gens qui n'avaient peut-être pas la formation, et ils en sont reconnaissants, et ça marche mieux. Nous, on dit toujours, c'est quelqu'un qui quitte pour un salaire, il quittera encore. Par contre, en lui donnant sa chance d'apprendre d'autres choses, les gens, ils vont rester. Ces considérations d'ordre socio-économique se mêlent aux soucis écologiques particulièrement présents dans la construction des lodges assemblés ici dans les ateliers de Stabilam et installés sur le site de l'éco-resort Your Nature. Les premiers postulats du projet, c'était d'arriver à avoir l'impact le plus faible possible sur l'environnement et sur la construction. Donc il y avait déjà ne pas abattre la forêt, vu qu'on était dans une forêt existante. Donc il fallait réfléchir à des systèmes de manutention pour amener du préfabriqué dans la forêt. Construire traditionnellement, ça allait représenter des centaines d'hommes à travers cette forêt qui allait aller en camionnette partout, donc ça allait être catastrophique et écologiquement et économiquement. Et il fallait aussi anticiper le fait de dire, tiens, ce village vacances, dans sa première phase de 187 logements, pourrait ne plus être à la mode, ou comme on connaît des chancres touristiques en Ardennes, qui sont là depuis 40 ans, où les maisons sont abandonnées dans la forêt. Il faudrait pouvoir le démonter, vu que c'est de la préfabrication, donc on pourrait le recycler hors site, et il faut qu'on ait un faible impact sur le sol. Si j'enlève les maisons, vu que je n'ai pas excavé et qu'on a des pieux qui sont vissés dans le sol, et qui reprennent les charges, on va dévisser ces pieux et on va ramener la forêt à son origine. Et on a aussi mis au point des chemins éphémères pour les chantiers avec des écorces de bois et des tôles d'acier. Donc on a vraiment mis au point plein de technicités de bon sens pour nous, qui s'avèrent encore de nouveau écologiques, économiques et bons pour la planète. On retrouvera tout à l'heure des constructions réalisées par Laurent et Bruno au domaine provincial de Cheftogne, en circuit ultra court, avec du bois provenant d'arbres prélevés dans les bois du domaine et sciés localement avant d'être montés dans les ateliers de Stabilam. Des matériaux qui n'auront jamais quitté la province de Namur. Mais avant cela, on va faire un tour sur un autre chantier du côté de Fosse-la-Ville. Si on se retrouve aujourd'hui au milieu de ce chantier, c'est parce que tout va bien. Ça veut dire qu'on a pu acheter la maison. On a pu l'acheter grâce à la participation de plein de coopérateurs qui sont joints à nous dans la coopérative qu'on a créée, des coopérateurs privés, publics et beaucoup de citoyens. Et là, maintenant, on est en plein dans les travaux parce qu'on est en train de modifier cet hôtel de 11 chambres en maison partagée de 5 appartements. Et donc, il y a plein de choses à aménager pour que ce soit accessible, pour que ce soit confortable, pour que ce soit agréable et accueillant. Et donc, c'est toute une série de travaux. Là, on a du pain sur la planche. Le plus gros challenge, c'est de rester dans une enveloppe budgétaire raisonnable pour ne pas que les habitants aient à payer un loyer trop important. Et en même temps, nous, on voudrait faire un maximum pour que ce bâtiment soit beau, soit agréable et soit isolé, soit moins énergivore, etc. Et donc, entre un budget et un idéal, on est souvent à se dire, mince, s'il y avait quelques coopérateurs de plus, on pourrait faire tel ou tel travaux de plus. Mais voilà, on doit rester raisonnable aussi. Agir pour la transition,
Entreprendre un projet de développement durable, ce n'est donc pas seulement avoir des idées généreuses. C'est aussi se confronter à des considérations pratiques, des obstacles financiers, des prises de risques personnelles, la nécessité de fédérer des ressources, de convaincre, de s'adapter pour baliser un nouveau chemin, construire une nouvelle solution. Après 18 mois de travaux, toujours un peu plus compliqués et chers qu'on ne les imaginait, c'est le moment pour l'équipe de Catherine d'inaugurer la maison partagée. La maison partagée, c'est un projet de cœur. Un projet dont l'objectif est de trouver une solution éthique, citoyenne et participative à un réel besoin sociétal. Il était temps que les choses commencent parce qu'on a été aidé par des gens qui ont porté cette phase du projet. Mais là, maintenant, ce qu'on veut, c'est que les habitants arrivent, qu'on puisse se découvrir et faire vivre une ambiance de maison. Et voilà, c'est vraiment ça, nous, notre travail de psychologue, et c'est ça qu'on veut. Cette maison, c'est vraiment l'idée qu'elle est collaborative, elle va être habitée par 5 couples. Et qu'est-ce qu'ils vont avoir envie de faire dans cette maison? Chacun va amener sa part d'histoire au sein des maisons partagées. On quitte Fosse-la-Ville pour retourner à la campagne, mais à 2 pas de Namur. Chez nous, les champs ne sont jamais bien loin des centres urbains. À quelques exceptions près, le territoire de la province, sillonné par la vallée de la Meuse, n'a pas de lourd passé industriel, avec des chancres à reconvertir et des sols à dépolluer. C'est une chance pour ceux qui, comme Ludovic, le jeune chef du restaurant L'Atelier de Bossimé, enracinent leur savoir-faire et leur envie d'entreprendre dans les ressources de la terre. C'est vraiment pour moi un marqueur de goût d'avoir le jardin. Depuis qu'on l'a, c'est devenu en fait finalement la référence. Quand on dit une carotte est bonne, moi j'ai toujours le goût dans la tête de la carotte que j'ai grignotée au jardin en la prenant et en grattant un peu la terre. Mais malheureusement, dans le monde actuel, on a un peu perdu cette connexion directe avec le goût. Donc on dit qu'une carotte est bonne, mais en fait on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'une carotte. Donc du coup le jugement est faussé. On fait une recherche sur des variétés vraiment locales qui vont être résistantes au climat qu'on a, aux maladies et ainsi de suite. Donc tout ça fait qu'on a des vrais produits. Au quotidien, nous, on a une activité d'assiette très axée vers le végétal, mais pas uniquement. On a toujours aussi, bien sûr, des protéines animales, etc. Mais environ 30% de protéines animales et 70% de protéines végétales pour souligner justement l'équilibre d'une ferme. Dans nos assiettes, c'est que des produits locaux et ils sont toujours de saison. On va travailler sur la biodiversité au sens très large. On va augmenter des zones sauvages autour du jardin pour créer du coup un environnement très riche en biodiversité. On a aussi réimplanté les fouines par exemple pour gérer le problématique de rongeurs. Donc on va avoir finalement la nature qui va nous aider à réguler le jardin. On travaille sur un maraîchage sur sol vivant. Les grands principes sont de respecter les strates en fait du sol et ne jamais retourner la terre, toujours avoir quelque chose qui va couvrir la terre, la protéger et permettre d'avoir une vie. Et en fait, une fois qu'on a mis le doigt dedans, on voit les effets énormes. On voit qu'il y a des oiseaux, des rapaces, qu'il y a des rongeurs qui reviennent. C'est vraiment une biodiversité qui est énorme et c'est positif. La passion du jardin, la passion de la durabilité nous invite aussi à faire attention aux déchets. Donc régulièrement, on va utiliser un légume qu'on va cuisiner dans plein de sortes différentes. Pour l'instant, on est aux petits pois. Les petits pois, ils sont cuits pour préparer une mousse, légèrement fumée également, mais l'écosse, les épluchures de petits pois, on va les cuire aussi pour faire une soupe avec. Et donc on a utilisé tout le produit. On fait pareil avec les carottes, on fait pareil avec les betteraves, on fait pareil avec quasiment la totalité des produits. À l'intérieur des bâtiments de la ferme de Bossimé, juste en dessous de la salle du restaurant, se cache aussi une culture de micro-pousses qui participe à la stratégie de développement local et durable de Ludovic. Les micro-pousses, en fait, ça concentre le goût des herbes et ça permet de concentrer surtout le côté nutritionnel parce que dans la petite pousse, on a vraiment la même force que dans une plante quasiment entière. Ça vient finir esthétiquement un plat de manière exceptionnelle, mais ça lui apporte aussi un petit boost, un petit kick. Ça nous évite aussi surtout d'avoir envie et besoin d'aller chercher des citrons du bout du monde, des herbes et des épices. Soyons justes, 50% du travail est fait dans les jardins et par la nature, puis après nous on fait le reste. Si on n'a pas les 50 premiers pourcents, on ne sait rien faire. Si tu n'es pas juste avec la nature, si tu ne fais pas bien les choses, quoi qu'il arrive, ça ne marche pas. Et donc on fait la même chose. Donc cette justesse, cet équilibre se traduit dans le champ, dans le jardin, dans les cuisines, dans les assaisonnements, dans la gestion managériale et dans l'équilibre financier et économique des entreprises. Et en fait, il n'y a rien de difficile à faire parce qu'en fait, c'est juste des valeurs qu'on applique. Si on va avec la nature, en fait, ça démultiplie les résultats. En fait, et il n'y a pas de raison d'aller dans l'autre sens.
Utiliser les ressources de la planète sans les épuiser, c'est aussi le défi des énergies renouvelables. Du côté de Gembloux, la coopérative citoyenne Nos Moulins investit notamment dans des éoliennes. Ces grands plateaux de SB sont balayés par des vents puissants et laminaires, propices à l'installation des grands moulins modernes. Il y a 11 ans, quand nous on a commencé notre mouvement, on était pris un peu comme des fous. Pourquoi est-ce que des simples citoyens voudraient s'occuper d'une matière aussi stratégique que l'énergie? Et finalement, on a démontré, via le fait qu'on produit l'électricité la moins chère en Wallonie, on a démontré qu'on était capable, nous aussi, de le faire en appliquant des principes coopératifs qui, justement, ne demandent pas une rentabilité économique énorme. On est plus de 1050 coopérateurs, on a 1 250 000 € de capital qu'on a investi ensemble pour construire des infrastructures d'énergie renouvelable dans la région de Gembloux. Ce qui est probablement le plus grand des avantages pour le moment, c'est que les coopérateurs peuvent acheter l'électricité qu'ils ont produite à prix coûtant. Et dans ce moment-là, on a vraiment le circuit court de l'énergie, où on a les citoyens qui sont à la fois propriétaires, exploitants et consommateurs de leur énergie. Aller vers une sobriété énergétique, c'est un des points les plus importants. Donc ça ne sert à rien finalement de continuer à investir pour construire des infrastructures, pour produire l'électricité, si c'est pour en consommer plus. Moi, je suis très impliqué dans la transition énergétique, sur les manières de changer nos technologies, de produire notre électricité, principalement notre énergie en général. Mais en fait, la transition, c'est bien plus que ça. C'est pour moi une véritable transition culturelle. C'est la société qui doit entièrement repenser ses modes de fonctionnement, que ce soit dans la mobilité, l'alimentation, l'énergie, mais aussi les rencontres entre nous. On reste dans le domaine de l'électricité et toujours du côté de Gembloux pour parler de batterie. Simon est un fondu d'autonomie électrique. C'est en équipant sa propre maison pour la rendre indépendante des énergies fossiles qu'il a développé son projet de régénération des batteries industrielles. Il nous a emmenés chez un de ses clients dont les chariots élévateurs fonctionnent à l'électricité. Avant, à partir du moment où on avait une batterie qui souffrait au niveau de son autonomie, deux possibilités. On remplaçait d'office la batterie par une neuve, ce qui représente un coût énorme pour la société, ou alors on remplaçait la machine. On n'a pas le choix. On propose une autre solution. Nous, ce qu'on propose, c'est la régénération de la batterie complète avec une maintenance élevée de la batterie. On a 80% de chances de retrouver une capacité de travail sur cette batterie et de pouvoir la remettre au client avec une nouvelle autonomie pour qu'il puisse l'utiliser à nouveau entre 1,5 fois et 2 fois la durée de vie initiale de l'utilisation de la batterie. Ça marche, effectivement, on a de l'expérience. Nous avons déjà réalisé 3 régénérations depuis 2019 sur 3 machines différentes. Grosso modo, on va de 50% à 70% d'économie par rapport à l'achat d'une nouvelle batterie. Et j'avoue que voilà, on est assez surpris de l'efficacité du processus. En une semaine, le client récupère sa batterie sans problème, contrairement à une nouvelle batterie où il faut attendre 3-4 semaines minimum. Pour la société, c'est une belle économie d'argent, mais il y a le côté aussi écologique qui est très important. Le rôle d'éco-batterie, c'est de reconditionner les batteries, de limiter les déchets qui sont quand même conséquents puisque ce sont des batteries au plomb et de pouvoir créer une économie circulaire, locale. C'était aussi pour lutter contre l'obsolescence programmée et le remplacement systématique de tout. Je pense qu'il y a moyen de revaloriser pas mal de choses. Le monde de demain, pour nos enfants, c'est important de leur laisser quelque chose de propre, de clean et un avenir plus serein. S'il est un endroit serein, ouvert à tous, qui associe harmonieusement préservation de la nature et présence humaine, c'est le parc provincial de Cheftogne. La transition écologique et le développement durable font partie depuis longtemps de son ADN. Impossible d'y passer quelques heures de balade sur ses sentiers ou dans ses infrastructures sans ressentir la coexistence pacifique que l'on peut avoir avec la nature. Nous avons la mission d'assurer un équilibre entre un parc paysager, un parc récréatif et des zones préservées au niveau de l'environnement. Donc c'est une mission que nous menons depuis des années. Notre site a été 2 fois pionnier dans les années 80. En 1983 avec l'installation des panneaux thermiques pour chauffer les eaux de la piscine et en 1985 avec la première installation photovoltaïque qui a été rénovée en 2009. Ils ont inauguré la filière du recyclage du photovoltaïque puisque
Et à un moment donné, les matériaux arrivent en fin de cycle et il faut penser à leur deuxième vie. Et en effet, il faut sans cesse se renouveler parce que les solutions techniques sont différentes. Donc c'est sans cesse une remise en question de comment on va faire évoluer le domaine pour toujours être à la pointe dans ce domaine-là. En 2009 a été installée l'éolienne et elle produit par contre 40% de notre consommation actuellement. C'est aussi une volonté d'en faire une force pédagogique pour montrer ce qu'il est possible de faire à nos visiteurs avec des modules spécifiques au niveau des classes de forêt. Donc on accueille plus de 4000 enfants par année. On a toute une équipe d'animateurs qui transmettent des valeurs environnementales, naturelles, les milieux forestiers et autres, mais vraiment pour amener les enfants à une plus grande sensibilité, leur faire respecter davantage la nature. La transition, pour moi, c'est un changement et un retour vers une vie plus en harmonie avec notre environnement. Je pense que c'est aussi une question de sentir les efforts qui sont à sa portée. Et je pense qu'il ne faut pas non plus se décourager à se dire « moi je fais des efforts, d'autres autour de moi n'en font pas ou pas assez ». On a tous nos propres contradictions sur ces thématiques-là. Mais je pense que c'est une bonne volonté générale, une lame de fond qui doit se mettre en route et alors je pense qu'on y arrivera. Parmi ceux qui veulent y arriver et qui agissent chaque jour dans ce sens, il y a l'équipe de la ressourcerie namuroise. C'est Marc Detreau qui a proposé il y a 20 ans à la ville de Namur de s'inspirer du concept des ressourceries qu'il avait découvert au Canada. Aujourd'hui, c'est toute la province de Namur qui s'est engagée à ses côtés pour minimiser nos déchets tout en créant de l'emploi, notamment pour des personnes en insertion professionnelle. On est une équipe de près de 100 personnes qui œuvrent à la réutilisation, à la récup. Donc en fait, notre mission première, c'est de collecter les encombrants chez les particuliers en province de Namur pour le compte des villes et communes et les préparer au réemploi. On va les trier, on va les sélectionner, les réparer, les transformer, les nettoyer, les valoriser pour pouvoir leur donner une seconde vie au travers de notre réseau de magasins Ravik, Ravik Essentiel et Ravik Sélection. Je viens du milieu associatif. J'ai travaillé pendant longtemps dans des quartiers avec des jeunes défavorisés. Je suis aussi de milieu très populaire, donc je sais ce que c'est d'avoir dur en fin de mois, je sais ce que c'est les inégalités. Et tout ce qui ne me plaît pas, j'ai envie d'agir. Je ne peux pas rester à regarder comme ça et me dire oh, c'est moche, ça ne va pas. Non, il faut que je puisse agir. On a une flotte de 7 camions qui circulent tous les jours en province de Namur pour ramener 20 à 25 tonnes d'encombrants ici à la ressourcerie. Alors on prend tout en bon et en mauvais état. Il y a de l'environnement, il y a de la réutilisation, il y a du social, ça rassemble tout. Et puis bon, il faut quand même se rappeler, il y a une vingtaine d'années, le recyclage, la réutilisation, tous ces aspects-là, on était au tout début. À l'époque, on avait des gros camions poubelles comme ça qui venaient, on broyait tous les encombrants, on les mettait en décharge et puis sans aucune autre forme de procès. Je prends souvent l'exemple d'un petit meuble. En fonction de son état, on va vérifier si on peut le remettre en vente en magasin, si on doit l'envoyer en restauration ou alors s'il y a vraiment beaucoup trop de réparation mais qu'on est sur du bon bois. Là, on passe à l'atelier menuiserie où on va créer des projets d'aménagement complet et aussi du mobilier design complètement à partir de récup. J'ai un collègue qui va passer tout détecteur de métaux, retirer les vis, les clous, les charnières, tout ce qui pourrait nous gêner dans les machines. On récupère tous ces bois-là, on les épluche à la raboteuse, on les scie en lamelles de 50 mm. Et avec ceci, on va refaire un plan de travail. Ça pourrait être une table, ça pourrait être une bibliothèque, un escalier. En l'occurrence, ici, c'est un petit escalier qu'on réalise. Tout projet confondu, on répond à tout. Ce qui me semble important, c'est qu'on puisse réfléchir à d'autres modes de fonctionnement, à d'autres modes de vivre ensemble et faire d'autres propositions. Si, à un moment donné, dans un projet, on te demande ton avis, on te respecte, on t'écoute, on te regarde et finalement, tu as une importance dans le projet et tu te rends compte que tu as de la valeur, mais concrètement, dans ta vie de tous les jours, c'est une expérience que tu as envie de multiplier. Et ça, cet effet rebond, pour moi, hyper important. On sait qu'au niveau des bénéfices que fait l'entreprise, ils vont être réinjectés au niveau de la formation des travailleurs ou du bien-être. Et donc, effectivement, ça va permettre aussi d'augmenter l'emploi. Ce qui me semble important, c'est que les gens soient réellement dans le participatif et donc que ce soit leur projet. Deuxième chose, c'est la répartition de la valeur, aussi de la valeur financière. Et si ce n'est pas juste, les gens ne s'impliquent pas bien dedans.
Le fait d'avoir une équipe et des personnes avec qui on peut travailler avec le respect, ainsi de suite, la formation et le contact humain. Franchement, c'est très chouette, très valorisant. Tu es fier pour toi, pour les enfants, pour la famille, pour les amis, effectivement, d'en parler aussi, de dire « Ok, je me lève et je sais que je fais quelque chose qui fait sens pour moi maintenant, qui fait sens demain pour la planète. » Voilà, c'est des petits pas et le projet continue à se développer. Quand on regarde en arrière, on se dit « Waouh !» À Fosse-la-Ville, dans la maison partagée pour les personnes atteintes de maladies type Alzheimer, Catherine jette aussi un coup d'œil en arrière. Aujourd'hui, après plus d'1 an de travaux, après l'inauguration du bâtiment, c'était vraiment l'ouverture aux personnes concernées par les difficultés cognitives. Et donc c'était une grande première pour nous, c'était de voir la maison vivre vraiment avec les futurs habitants et futurs bénéficiaires. Au programme de cette journée, prendre l'apéro dans le salon, faire connaissance autour de la préparation du repas, inaugurer la nouvelle cuisine et la belle salle à manger, prendre l'air dans le jardin qui a été adapté pour faciliter les déplacements. Donc c'est vraiment cette idée de garder la vie la plus normale possible parce qu'on est entouré de personnes qui connaissent les difficultés auxquelles on est confronté. C'est l'esprit de famille, c'est les gestes du quotidien, c'est les anciennes expertises, c'est toutes ces choses qu'on peut encore faire et donc on utilise ces ressources pour ne pas les perdre. Et donc c'est vraiment important c'est se rendre utile aussi, ça c'est humain et on en a tous besoin. Ces journées d'accueil et de partage ont pris leur rythme de croisière. Une fois par semaine, un groupe d'une dizaine de bénéficiaires se retrouve pour une journée qui ressemble à un beau dimanche en famille. Mais le projet de logement dans la maison partagée n'a pas trouvé ses habitants, notamment en raison du coût de l'encadrement des personnes qui ne fait pas encore l'objet d'aides structurelles en Wallonie. Heureusement, la maison ne va pas perdre sa finalité sociale puisque ce sont des personnes handicapées qui devraient bientôt y habiter en semi-autonomie. Une consolation pour toute l'équipe de la coopérative et un rappel de la difficulté de faire bouger en profondeur notre société. Tous les projets n'aboutissent pas, mais toutes les tentatives, les expériences, les recherches sont des étapes qui contribuent au changement et participent à la recherche de solutions pour demain. Avant de se quitter, allons rejoindre Simon et Adrien, qui nous invitent à passer un bon moment autour d'un verre à la cidrerie du Condro. Les journées portes ouvertes de la cidrerie sont un moment de partage, de leur production, mais aussi de leurs convictions et de leurs valeurs, des mots qui ont du sens pour ces acteurs du changement. On nous a briefé sur ce qui nous attend, sur ce qui se passe. On ne peut pas dire on ne sait pas, quoi. On est la génération qui... Nous, on sait, quoi. À cause de ça, je pense qu'il y a quand même, malgré tout, pas assez de gens qui se bougent. Le problème, c'est qu'en fait, il ne faut pas juste se bouger cérébralement. Et à un moment, il faut y aller. Il faut être dans le concret, il faut agir pour la transition. On peut parler de développement durable, mais en fait, au départ, on faisait juste du bon sens paysan, de faire attention à ce qui se passe autour de nous, de faire attention à nos producteurs, de faire attention à la qualité des aliments qu'on donnait à nos clients. Finalement, ce bon sens paysan, et maintenant, on peut le mettre dans cette grande famille du développement durable. Le bon sens et la technicité de notre métier, il était au départ économique et il s'est avéré écologique. Il y a 20 ans, on prenait pour un ringard. De venir avec un système collaboratif, coopératif, la réutilisation. 20 ans plus tard, effectivement, les choses bougent. Comment est-ce qu'on peut être bien ensemble? Comment est-ce qu'on peut vivre sur une planète où on respecte le vivant? Ces valeurs, elles sont toujours au service de notre métier et de notre passion. Notre passion, c'est la cuisine, c'est la gourmandise, c'est les produits, c'est l'accueil. Et donc, c'est en fait d'avoir toutes ces valeurs de durabilité, c'est une joie en fait, c'est positif. Il faut vraiment voir ça comme un tremplin pour faire encore mieux demain. Le système coopératif est une mine d'or. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que juridiquement, on peut intégrer toi, au capital de la cidrerie, c'est bienvenu, tout le monde est le bienvenu. Et on peut décider ensemble de toutes les directions qu'on veut donner à l'entreprise. En travaillant avec l'intelligence collective, on va aussi permettre à chacun de partager ce savoir qui, en effet, logiquement, devrait être partagé. Et donc, je pense que c'est totalement le futur parce que ça va permettre à chacun de se sentir bien dans ce qu'il fait, d'amener du bien autour de lui et au final de donner aussi du travail à tout le monde. C'est pas en faisant des petits aménagements à la marche qu'on va changer les choses. Il faut réellement rentrer dans le cœur du problème. Il faut avoir une force d'entraînement. Mais ce à quoi on arrive, c'est mieux que ce à quoi on était avant. On a la grande chance d'avoir de la technologie, de l'innovation et de l'intelligence qui fait qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. C'est un terrain de jeu énorme. Après, moi, je suis très chauvin et je pense qu'il faut vraiment être fier d'où on est et arrêter de dire c'est mieux ailleurs. Travaillons d'abord dans notre jardin pour que l'air pousse plus verte et puis après, on ira voir si ailleurs c'est vraiment plus vert. Moi, je pense qu'on est très très bien chez nous.